Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en 7 de ce 9 août 2025. Nous allons parler de 4 sujets essentiels. On parlera de la Côte d'Ivoire, la présidentielle d'octobre prochain. Finalement, Alassane Ouattara a annoncé qu'il sera bel et bien candidat à ce scrutin. Nous en parlerons en début d'émission. On parlera également des relations entre le Bénin et l'AES, ou plutôt des tensions qui ne s'apaisent pas. Au niveau du Sénégal, le gouvernement a présenté son plan de relance économique. Et puis le Togo, la Cour suprême qui met fin au processus électoral en proclamant les résultats définitifs des dernières élections municipales. Tous ces sujets avec mes deux invités. Samson Maoulolo Arlija, vous êtes écrivain, journaliste. Bonsoir Samson. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Et merci à vous d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donatien Awesso, qui est chargé de communication du Pacte socialiste pour le renouveau. Bonsoir Donatien. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon co-panéliste et bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et merci à vous également d'accepter l'invitation. On part tout de suite du côté de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara s'est finalement décidé. Celui qui est président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, après la crise post-électorale, va briguer un 4e mandat à la tête du pays. Il y a eu une modification de la Constitution qui l'y autorise. Alassane Ouattara avait longtemps laissé planer le doute. Finalement, il se lance, arguant que la situation actuelle du pays nécessitait qu'il puisse continuer par servir les Ivoiriens, surtout que sa santé le lui permet. Samson Maoulolo Arnija, est-ce que d'abord vous avez été surpris par l'annonce d'Alassane Ouattara? Non, personnellement non, parce que c'était assez prévisible. Lorsqu'on voit un peu le développement sur la dernière année. En 2020 encore, Alassane Ouattara avait préparé des dauphins qui malheureusement sont décédés et il avait justifié sa volonté de se représenter par le fait qu'il n'y a plus de dauphins. Mais en 2025, en 2024, en 2023, on n'a pas vu de dauphins. Son parti l'a désigné, son parti l'a redésigné à plusieurs reprises et a martelé qu'il était lui le choix naturel du parti. Et c'était tout à fait naturel qu'il se présente, selon moi, à cette élection-là. Maintenant, si on voit tout le contour juridique qu'il y a autour, vous n'êtes pas à savoir que la Constitution adoptée en 2015 ou en 2016 plutôt, disait que personne ne peut faire plus d'un mandat. Mais le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire a décidé plus de 2 mandats plutôt, mais le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire a décidé que ce changement de constitution faisait basculer le pays dans une 3e république, et donc il était autorisé finalement à faire 2 mandats. Maintenant que l'annonce a été officielle, je pense que la voie est balisée pour un 4e mandat, parce que tous les ténors, tous les grands candidats de l'opposition, comme Laurent Gbagbo, comme Tidiane Cham, ayant été écartés, je ne vois pas celui qui actuellement peut faire le poids face à Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que, Donatien, vous avez compris les arguments du président qui parle d'abord de la situation du pays? Vous comprenez ces arguments qui font qu'il doit rester à la tête de l'État ivoirien? Non, mais c'est comme un homme providentiel. Oui, permettez-moi d'abord de dire ceci, que les peuples méritent le plus souvent leurs dirigeants. Et c'était très prévisible que Alassane Ouattara nuise de ses subterfuges pour pouvoir briguer à ses mandats successifs. Et ici, je vais d'abord m'en prendre au juge du Conseil constitutionnel. Si cela n'avait pas eu lieu au Sénégal, c'est parce qu'il y a des sages qui ont parlé. Si l'Afrique, on dit souvent que l'Afrique est malade de ses intellectuels, ceux qui ont ce pouvoir intellectuel de pouvoir agir, si je peux pléonasmer ainsi, n'arrivent pas à se surpasser de certaines pesanteurs. Et ici, j'en veux à ce conseil constitutionnel qui aurait dû prendre une décision en vrai sage. Et maintenant, secondo. Vous savez, les peuples africains, surtout de la sous-région ouest africaine, et encore plus, qui parlent le français, ont ce virus-là de prendre le pouvoir comme une gestion familiale. Et les populations aussi participent. Je nous ramène en 2016 où le 30 octobre, il y avait eu cette réforme constitutionnelle. Écoutez, il y avait 6 313 758 électeurs appelés pour le référendum. Et dans ça, vous savez combien de personnes sont allées voter? C'est 2 676 601. Et dans ça, il y avait le oui qui l'a emporté à 93%,
avec un taux de participation de 42,42. Écoutez, quand vous refusez, quand vous laissez la place, la nature a horreur du vide, les 4 millions et quelques aujourd'hui ont fauté. Ils pouvaient sortir et faire barrage à ce référendum-là. Mais ils se sont tus. Parce que dans ce référendum, il y avait la limitation d'âge qui a été sautée, qui bénéficie à certaines personnes. Donc, on ne sait pas vraiment si on doit dire pour ou bien contre. Des gens se sont tus. Et les populations aussi étaient là dans l'indécision. Ceux qui devaient sortir ne savaient plus quoi faire. Et les 2 millions et quelques ont pris la décision pour les 6 millions et quelques. Et voilà, nous sommes en 2025 où les pas posés en 2016 nous rattrapent. C'est la même chose pour certains pays sur lesquels nous reviendrons. Donc, la plupart du temps, nous sommes les propres maux dont nous souffrons. Nous avons les réponses, mais nous feignons de ne pas les voir. Là, j'accuse ceux qui devraient dire le droit et ceux qui devraient parler dans les urnes au niveau du référendum. Alors, Alassane Ouattara, vous l'avez dit, ça ne vous a pas surpris. Est-ce que ce sont, j'ai envie de dire, les manœuvres qu'il faisait, ces manœuvres politiques pour écarter les principaux ténors de l'opposition qui vous ont fait penser que finalement, il est en train de se baliser la voie? Oui, principalement ça, et aussi, je l'ai déjà dit, le fait qu'il n'ait pas choisi de dauphin. En 2020 encore, il y avait plusieurs dauphins qu'on a vus, donc on se disait qu'il était possible qu'il ne se présente pas. Il a même dit à un moment donné qu'il n'allait pas se présenter, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu d'étude de dauphin, personne. Et c'était clair qu'en écartant Tidjane Cham, en écartant Laurent Gbagbo, qu'il a lui-même reçu après son étude de la haie, c'était clair que l'homme voulait un 4e mandat. Et ce n'est pas, il ne veut pas juste d'une élection, il veut d'un 4e mandat parce qu'il ne veut pas concourir avec des gens qui peuvent le mettre en difficulté. Et je pense que maintenant, mais c'est quand même un homme qui, par le passé, on l'a vu, il n'a pas eu peur de la compétition. Pourquoi cette fois-ci, il aurait peur de la compétition? Justement parce que même si le pays a connu une croissance économique assez remarquable, lorsqu'il prend le pays en 2010, le PIB du Cameroun et le PIB de la Côte d'Ivoire étaient au même niveau. Actuellement, le PIB de la Côte d'Ivoire est l'équivalent du PIB du Cameroun et du Sénégal combinés. C'est assez louable. L'économie s'est diversifiée. Mais au niveau de la répartition, c'est un fiasco parce que les inégalités sont actuellement plus présentes qu'en 2010. Et lorsque vous avez un bilan macroéconomique que vous défendez à ce niveau, mais que la population à la base ne ressente rien, vous risquez de vous faire sanctionner dans les urnes. Et actuellement, il y a en face de lui Laurent Gbagbo qui est complètement blanchi par la haie et qui est maintenant à même de dire, quand j'étais là, c'était mieux, l'éducation bénéficiait de plus de moyens, la santé était mieux. Maintenant, on dit qu'on est plus évolué, à part d'avoir plus d'échangeurs ou peut-être d'avoir d'avoir un métro en construction. Qu'est-ce qui a été concrètement fait? Abidjan actuellement constate 80% de l'économie nationale, ce qui veut dire qu'à part Abidjan, que vous montez dans le reste du pays, c'est presque un peu le désert. Donc avec ça, il sait que s'il va à des élections inclusives, il risque d'avoir de mauvaises surprises et soyons sérieux. Ouattara sait très bien que la plupart des crimes qui ont été commis en 2010 ont été commis à sa faveur et que si une enquête véritable s'ouvre demain, c'est peut-être lui qui finira à la haie. Donc il a juste intérêt à finir au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement. Le pouvoir pour lui est une manière de, j'ai envie de dire, de se donner une amnistie? Ah oui, mais bon, je pense que le peuple doit être souverain et le faire à la Diomaye Faye, parce qu'on peut penser que les Gbagbo sont les Sonko, les Gbagbo, Thiam, Soro et puis Blé-Goudé sont les Sonko. Et on a son ex, je crois. Oui, son ex-femme. Son ex-femme. Simone Gbagbo. Simone, qui est aussi un rempart là-bas. Je pense que si la bataille des 4, je vais dire les 4 pivots de l'opposition échouait, qu'il ne laisse pas tout tomber, mais qu'il se ravise sur sa femme qui est là-bas. Mais moi, j'ai honte pour ces gens de dirigeants et puis leur entourage. Le plus souvent, le dirigeant, des fois, a l'intention de s'affranchir, de quitter, mais son entourage a tellement magouillé que il a peur que si celui qui nous faisait de l'ombre quittait,
on allait découvrir tout ce qu'on a eu à faire. Regardez au Cameroun, ce qu'on vient de dire, qu'il est toujours apte. On va même lui offrir la caution. Vous y va, c'est ça. Les jeunes lui offrent la caution. Les jeunes vont offrir de la caution. C'est ridicule. Et avec ça, l'Occident ou bien l'extérieur ne va pas nous respecter. Raison pour laquelle il y en a un qui a même dit que nous sommes des pays de merde. Il va falloir que nous puissions changer nos mentalités. Il y en a le pouvoir, quand ils l'ont, ils ne veulent pas quitter. Et les populations aussi faiblissent de les dégager. Puisque les gens maintenant ont cette habitude de nager, de patauger dans le boycott ou l'abstention, ça permet à ceux qui font dans la démocrature, pour ne pas dire la dictature, de s'enraciner. Parce que puisque vous laissez le champ libre comme dans le patois ivoirien, même ils disent devant il n'y a rien, c'est maïs. Oui, quand vous laissez tomber, quand vous laissez, vous dites, bon, ils n'ont qu'à le faire, on va voir, ils vont le faire, ils vont s'enraciner et ils vous couperont les petits espaces de liberté que vous aviez. Donc, il faut qu'on commence, surtout la jeune génération là, qu'on commence par réfléchir un peu à nos façons de faire. Ne nous laissons pas vendre des illusions sur Internet, des gens qui ne vivent pas la réalité africaine ou bien de nos pays avec nous, qui pensent que nous pouvons vivre à la Che Guevara ou bien vivre des films de Colombo. On a besoin vraiment de changer de paradigme. Et Ouattara ne donne pas une bonne image de l'âge, je vais dire, du troisième âge. Le respect qu'on devait de 80 et quelques, même s'il dit, que ses facultés de santé sont toujours là, en vrai, vous ne pouvez plus donner à part 2 mandats. Il y en a que vous connaissez qui a dit que pour que la démocratie soit bien installée en Afrique, il faut 2 ou maximum 3 mandats. Mais qui en font plus. Alors là, vous comprenez très bien ceux qui disent le jour et font la nuit, et que la population sache qui choisit bien quoi faire que de rester dans l'abstention. C'est cette abstention-là de 2016, je le dis un peu, je le dis ici, les Ivoiriens nous suivent et ils peuvent témoigner. C'est eux-mêmes qui se sont abstenus de dire non à cette constitution, et aujourd'hui, ça fait 9 ans, les erreurs de 2016 les rattrapent actuellement. Je pense que s'ils avaient eu cette clarté d'esprit, c'est selon leur réalité aussi, ils vont nous dire, c'est des raisons pour lesquelles ils ont refusé de ne pas sortir pour aller voter. Donc Ouattara ne sert pas un bon exemple pour l'Afrique. Surtout, c'est lui qui tire l'UEMOA en termes de PIB, en termes de PIB. C'est la locomotive. C'est la locomotive. C'est 40% du PIB de l'UEMOA. Si Ouattara, bien la Côte d'Ivoire, se livre encore à ce jeu-là, qui risque de nous amener dans des années sombres antérieures où des gens devraient quitter la Côte d'Ivoire pour venir s'abriter dans d'autres pays, alors là, ça n'augure pas de bons lendemains. Alors aujourd'hui, en face d'Alassane Ouattara, on n'est pas en mesure de dire qu'il y a un seul ténor. Du côté des ténors eux-mêmes, on ne voit pas non plus de dauphin. Quelqu'un d'avoir quelque chose à la Sonko, mais on ne voit pas de dauphin du côté des ténors. Oui, malheureusement, je pense que Laurent Gbagbo a vraiment voulu un match sur le tour avec Ouattara. Et donc, il n'a pas prévu de scénario où il n'allait pas pouvoir se présenter. Surtout que à son retour, les relations semblaient plutôt être assez cordiales entre eux. Blé Goudé aussi a été écarté, Guillaume Soro écarté aussi. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire actuellement, ce n'est pas d'appeler au boycott, c'est plutôt de porter leur choix sur un candidat, peut-être en l'occurrence Simone Gbagbo, qui a été accepté. Et je pense que si tout le monde se met derrière Simone Gbagbo, Ouattara peut avoir la surprise que Wade avait eu à l'époque, où Wade pensait qu'il n'y avait personne en face, et finalement Macky Sall, après avoir fait un terrain de travail très profond, a pu surprendre Wade à son propre jeu. Wade était convaincu qu'il allait gagner les élections, ou quelque chose comme ce qu'il y a jamais aussi avait eu à l'époque, où il pensait qu'il était vraiment capable de gagner les élections, parce que parfois lorsque vous estimez qu'en face il y aura un boycott, vous ne prenez plus des mesures pour frauder. Et c'est là où si le travail de base est bien fait, au lieu d'avoir une attention, vous avez des votes massifs et finalement vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter qu'on vous a battu. Donc je pense que rien n'est encore perdu. Le boycott de fait qui s'annonce peut être évité si des gens comme Tidiane Tchang, Laurent Gbagbo et Blé Goudé et entériner la candidature de Simone Gbagbo.
ils auront d'abord le départ de Ouattara et après ils pourront régler leur compte après. Voilà. Est-ce que c'est de leur intérêt? Parce que quand vous parlez de Tidjane Thiam, c'est le PDCI, Laurent Gbagbo, c'est le PPACI, Blé Goudé, c'est enfin, il a aussi son mouvement. Génération. Oui, c'est pas eux seuls. Est-ce que les mouvements, ces partis vont accepter que nous aussi, on a des ténors? C'est-à-dire, au Sénégal, ils l'ont trouvé au sein du PASTEF. Ils ne sont pas allés regarder dans le microcosme politique qui oui, mais dans le cas de Sonko, il y avait une persécution autour de la personne. Il y avait Sonko se construit une image de Messie, une personne persécutée qui voulait sauver le Sénégal. La question ivoirienne est un peu différent. Et de toute façon, le temps est déjà passé. Même s'il préparait tout à l'heure un dauphin, il ne peut plus déposer la candidature, il ne peut plus se présenter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est savoir, est-ce que vous voulez le départ de Ouattara ou est-ce que vous voulez chacun veut devenir président? Sinon, on a vu de par le passé des alliances assez étranges dans la politique ivoirienne, comme ailleurs notamment. On a vu Ouattara a été pendant longtemps l'allée de Bédier contre Gbagbo. Mais aujourd'hui, Ouattara a joué à un jeu assez étrange avec Tidjane Thiam, dont on connaissait très bien le père. Donc, c'est la politique. Je pense que si ça tombe bien, Simone Gbagbo est la seule actuellement qui puisse encore mobiliser les foules à aller voter pour elle. Et la Côte d'Ivoire peut avoir comme ça une présidente femme. Et après, ils pourront régler leur compte entre eux et après. Parce que là, s'il laisse Ouattara faire un 4e mandat, je pense que le 5e mandat va suivre. Il va sauter parce que le Cameroun a montré l'exemple en 92 ans. On peut toujours espérer être en forme pour gouverner. Les jeunes vont donner la caution en plus. Les jeunes sont là. Alors, comment vous voyez l'opposition ivoirienne réagir? Non, je pense que le scénario que nous venons de dessiner ici est la plus plausible, hein, parce que il y a un ridicule là. Du soutien à Simone Gbagbo. Du soutien à Simone Gbagbo. Vous vous rappelez, à l'époque de Bédier, Ouattara disait il ne va pas se présenter si Bédier ne se présente pas. Ça signifie quoi? Maintenant que Bédier s'est présenté, il s'est présenté. Ça, c'est du ridicule. Et donc, on ne peut pas aussi. C'est le mal aussi de plusieurs formations politiques où on évolue sans penser à la progéniture. On évolue sans penser à un dauphin. Et je vais dire, c'est le leitmotiv même de notre parti, le PSR, où notre logo, c'est l'orange. Dans l'orange, il y a les pépins. Personne ne mange les pépins. Quand vous mangez l'orange, vous prenez soin de déposer les pépins que vous allez mettre en terre pour que ça puisse donner encore. Donc, il y a plusieurs dirigeants de formation politique qui évoluent sans penser qu'ils pourraient avoir un scénario où ils ne pourraient plus être là. L'exemple, nous le voyons dans les films américains. Le président et le vice-président ne voyagent jamais ensemble. Différemment, au cas où on s'attaquait au président, il faudrait que le vice-président soit quelque part, ou bien le ministre de la Justice soit quelque part. Donc, il faut quand même qu'on commence par faire vraiment de la réelle politique en Afrique, parce que je pense qu'on est toujours resté dans des idéaux je vais dire des années 90 où c'est la force qui prime, le début des partis uniques et tout. Des gens veulent revivre encore ça. Des gens ont cette envie-là de revivre encore les partis uniques parce que si ça continue par être un mandat 2, 3, 4, vous allez voir que ça va être un parti unique de fait. Vous serez obligés d'être tous emballés dedans. Soit vous êtes désarmés, vous vous rangez d'un côté, ou vous vous voyez faible, et puis vous devenez des partis charnières, comme l'ont dit certains quand on était gosse. Donc il faudrait qu'on réfléchisse. Vous prenez les armes. C'est le scénario le plus... Et là, vous voyez, la contingence actuelle en Afrique voudrait qu'on ne prenne plus les armes pour prendre le pouvoir. Et nous sommes des démocrates. Nous pensons que la seule voie par laquelle on peut accéder au pouvoir, c'est la voie des urnes. La seule voie démocratique. La seule voie souhaitable. Souhaitable, bien sûr, parce que si... Il y a plusieurs voies, mais la voie souhaitable. Voilà. Ceux qui pensent à ce que je pense que je ne dirai pas, quand cela arrive, quand ça siffle, ça ne met pas de distinction entre qui est de l'autre côté ou qui est d'ici. Les gens vont en pâtir. Tout le monde paye. Donc, nous ne souhaitons pas ce genre de choses et nous commençons. Vous connaissez bien notre association, on a repris notre bâton de pèlerin pour travailler sur l'éveil de conscience, la mentalité des gens. Bien sûr que des choses se sont passées, les Ivoiriens ont subi des choses de par le passé, mais cela ne va pas les pousser à encore aller sur le chemin du boycott ou de l'abstention en disant laissons-le
on dira à l'international que le taux de participation est faible. Ça ne signifie rien. Même si c'est 20%, il n'y a aucune loi qui dit qu'il y a 20%, il faut annuler l'élection. Ce n'est pas dans la Constitution. Voilà, il y a des pays qui l'ont, mais pas la Côte d'Ivoire. Le Kenya, par exemple. Voilà, ça ne dépasse pas une certaine 50%. barre. Il faut reprendre. Donc, même si c'est 10 personnes qui vont voter, Ouattara va demeurer au pouvoir et va encore serrer les vis. Cinquième mandat, même sixième mandat. Mourir, parce qu'il ne voudrait pas avoir Maya parti avec la justice. La justice. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait avec Gbagbo et c'est la roue qui va tourner. Donc ils voudraient que la roue reste là-bas, que ça ne tourne pas. Alors maintenant, Ouattara est candidat. Face à lui, peut-être aujourd'hui, celle qu'on peut considérer comme poids lourd, c'est Simone Gbagbo. Oui. Comment vous voyez le scénario du déroulement de la période électorale? Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle crise? Tous les facteurs présentant une nouvelle crise sont là. Lorsque vous scrollez les réseaux sociaux ivoiriens, vous voyez des gens faire des vidéos, ils disent, bon, c'était toujours à savoir avant d'aller au Bénin ou au Togo, et puis après ils disent continuez pas sur ma page pour ne pas être surpris en octobre. Vous voyez un peu, ça fait rire, mais c'est grave. Ça fait rire, mais c'est grave. Ça voudrait dire que même l'Ivoirien actuellement craint que le mois d'octobre et de novembre soit des mois rouges encore pour eux. Parce qu'il y a des gens qui décident de ne pas aller aux élections, mais qui se disent que si l'élection proclamait toujours Ouattara vainqueur, alors il faudrait que le pays devienne ce qu'il doit devenir. Et ça, c'est pas normal. Et c'est tout à fait normal, pas normal dans ce sens-là, mais les gens ont raison d'être aussi en colère parce que, comme je l'ai dit, même si la croissance économique a été à la hausse, la répartition n'a pas été faite. Ça demeure quand même un pays très inégalitaire. Bon, il y a des gens qui vivent très bien, il y a des gens qui vivent très très mal, surtout en dehors d'Abidjan, comme dans les banlieues, comme dans les villes d'Abidjan. Donc le scénario souhaitable serait quand même que les ténors de l'opposition supportent Simone Gbagbo, parce que je pense que si tout le monde est derrière Simone Gbagbo, au soir de la date électorale, on aura une alternance pacifique pour la première fois depuis 80. Pour la première fois en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 95, il n'y a jamais eu d'alternance démocratique en Côte d'Ivoire, et pacifique surtout. Mais si cela ne se passe pas comme ça, et que Ouattara, parce que les sympathisants du RHDP iront voter, et que Ouattara remporte une victoire écrasante, cela risque de faire grincer les dents beaucoup de personnes. Et la Côte d'Ivoire risque de connaître encore une fois une énième crise électorale. Et nous qui sommes dans l'UEMOA, nous ne pouvons pas souhaiter cela, parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même 40% de notre PIB. Et si le pays entre encore dans une crise, c'est que cette fois-ci, nous avons des terroristes qui sont au nord, et qui n'attendent qu'une petite faiblesse de l'État pour foncer sur les grandes villes du nord. Ça pourrait avoir des répercussions très très graves. Et là, c'est toute la sous-région ouest africaine qui risque d'en pâtir. Donc le scénario souhaitable serait que toutes les voies se reposent sur Simone Gbagbo, même si pour l'instant, on ne sait pas si ça sera fait, parce que les tenants de l'opposition ne sont pas encore prononcés sur cela. Ouattara a, dans son discours où il a annoncé sa candidature, il a plusieurs fois insisté sur cela. L'État a pris toutes les mesures pour que l'élection soit pacifique. Il sait de quoi il parle. Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous avez marché sur ma langue. Vous savez, on peut faire l'élection avec à mettre les militaires dans la rue pour sécuriser tout le pays. Et si vos électeurs ne sortent pas, leurs électeurs vont sortir. Et bon voilà, ça va passer comme une lettre à la poste. Alors que les ténors de l'opposition, les quatre, Blé Goudé, Soro, Thiam et puis Gbagbo, puissent se concerter et aller voir, dessiner une feuille de route avec Simone Gbagbo. Est-ce qu'elle a toujours ce nom? Je ne pense pas, parce qu'il y a eu elle s'est remariée aussi. Voilà. Donc bon, c'est l'ex-femme de Gbagbo. Qu'ils s'entendent sur une feuille de route. Voilà, après l'obtention du pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Comme on partage le gâteau avant de l'acheter. Voilà, ou bien on partage l'animal avant de l'avoir tué, qu'on le fasse noir sur blanc, et que le soutien aille pour que l'époque Alassane Ouattara puisse être tournée, parce que il ne fait pas bon vivre à écouter qu'un président ait fait un mandat de... On n'est pas avec Angela Merkel, on n'est pas dans le système parlementaire où c'est la chancellerie qui gouverne pratiquement le pays. Ici, non, c'est le système présidentiel où le mandat doit être respecté. Mais bien sûr, il y a eu une révision constitutionnelle, et la faute
que j'avais imputé à la population, les 4 millions et quelques qui avaient refusé de voter, s'ils avaient voté aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc le scénario pour aller soutenir Simone Gbagbo est valable chez moi. D'accord, on va passer maintenant au second sujet. Nous parlons du Bénin et de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. On sait que pour la célébration de l'anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, le 1er août dernier, le président béninois Patrice Talon a adressé une invitation à 2 États de l'AES, sauf que l'invitation a été déclinée. Est-ce qu'on doit en conclure là-bas que entre le Bénin et l'AES, le torchon continue pas à brûler? Surtout qu'on le sait, il y a une crise entre le Bénin et le Niger, Samson. D'abord, qu'est-ce que Patrice Talon cherchait à faire en invitant ces 2 pays de l'AES? Je pense que Patrice Talon a toujours voulu, depuis quelques temps maintenant, tourner la page des événements malheureux de 2023, où il s'était aligné sur la décision de la CEDEAO. Ce n'était pas une décision personnelle à son niveau. La CEDEAO avait pris une décision, il s'était aligné sur cette décision. Et il a pris des mesures qui ont été très mal perçues et très mal vécues par le Niger. Maintenant que les dés ont été jetés, que la page a été tournée, Patrice Talon a même proposé il y a cela quelques temps que les Nigériens, les Maliens ou les pays de l'AES viennent dans leur pays pour sillonner, voir s'ils habitent une base française qui est censée les déstabiliser ou pas. Et ils ne l'ont pas fait. Donc je pense que c'est une volonté de faire table rase du passé et de relancer les relations économiques et diplomatiques qui entre les 2 pays. Malheureusement, les 2 pays de l'AES n'ont pas donné suite à cette invitation en arguant que le Bénin continue toujours pas représenter une menace pour la sécurité intérieure. Mais je pense que ils en font un peu trop finalement aussi. Ils en font un peu trop finalement. Je vais prendre un exemple assez simple. Si le Bénin décide juste de riposter sur cette question de titre de séjour imposé par le Niger aux ressortissants des pays hors AES, je pense que c'est les ressortissants nigériens au Bénin qui vont payer le plus fort parce qu'en termes de population, il y a plus de Nigériens au Bénin que de Béninois au Niger. Et il y a plus de Nigériens au Togo que de Togolais au Niger. Je sais quelque chose parce que j'ai vécu au Niger pendant un temps. Donc je pense qu'ils en font un peu trop. Je pense que le Niger n'a pas intérêt à déstabiliser. Le Bénin n'a pas intérêt à déstabiliser le Niger, mais le Bénin a tout à fait le droit de choisir aussi ses partenaires économiques et sécuritaires. Si vous décidez d'aller avec les Russes, acceptez que votre voisin décide d'aller avec les Français, c'est son choix. Peut-être que ce n'est pas le bon choix, mais laissez le peuple béninois même réaliser après que ce n'est pas le bon choix, en sanctionnant leurs dirigeants dans les urnes peut-être, ou bien en se rendant de dirigeants par d'autres voies. Mais ce n'est pas à vous de décider que c'est un mauvais choix. Donc, qu'il y ait des coopérants militaires français au Bénin, c'est le choix du Bénin. Que vous ayez choisi de chasser les prendre des Russes, c'est votre choix aussi. Et je pense qu'actuellement, les gens qui payent le plus fort, c'est les populations qui sont aux frontières, au niveau de Malanville et de Gaïa. C'est eux qui payent le plus fort de cette histoire-là, parce que le commerce est bloqué. Et passer par les voies annexes, qui sont notamment le fleuve, coûte la vie à beaucoup de personnes. Alors, ça veut dire que Patrice Talon cherche finalement, je ne vais pas dire réconciliation, c'est peut-être un grand mot, mais à apaiser les tensions. Oui, comme l'a dit mon vis-à-vis, moi je pense qu'on devrait mieux dire même que les dirigeants béninois sont en mésentente, bien en conflit avec les dirigeants des pays de l'AES. Parce que les habitants surtout du Burkina et du Niger cohabitent au quotidien avec le Burkina. Le Mali est un peu loin, mais c'est les populations de ces 3 pays-là qui en pâtissent les bisbilles que les dirigeants sont en train de faire. Mais je pense que c'est de la diplomatie aussi, il s'agit des relations entre les États. Chacun aussi voudrait montrer un peu ses muscles. Et arrivé à un moment donné, Patrice Talon est en train de partir. Il veut faire bonne mine avant de partir pour qu'on dise qu'il a été, je vais dire, un bon dirigeant qui s'est entendu, bien qui s'est réconcilié, si le mot on peut l'emprunter, avec les dirigeants de l'AES. Il est en fin de mandat, donc il veut bien faire les choses avant de partir. Et je pense que les dirigeants de l'AES feraient bien, aussi gagneraient, à s'entendre avec le Bénin et peut-être à envoyer cette mission-là de reconnaissance ou bien pour vérifier si véritablement il y a des bases militaires françaises sur le sol béninois. Mais comme l'a dit Samson, je pense que chaque pays décide de son plein gré de faire la coopération avec qui il veut.
Et les gens de l'AES arrivaient à un moment donné, nous étions de ceux qui les avons applaudis, mais avec les restrictions de la liberté d'expression qu'ils font dans leur pays, avec les mandats donnés à vie, nous ne sommes plus trop dans ça, même si les pseudo-panafricanistes qui sont sur Internet nous crient les histoires de souveraineté, quand il s'agit de djihadisme, bien de terrorisme, il faut laisser tomber les droits de l'homme. Il y en a qui sortent des théories à l'emporte-pièce et qui défendent ce qui se passe actuellement. Nous oublions Doumbouya, nous oublions, on ne sait même plus comment lui aussi il gère ses affaires. Oui, parce que c'était des gens qui étaient venus avec, et ils avaient impulsé de nouveaux souffles. Nous étions fiers parce que on cherchait que les choses changent dans ces pays où il n'y avait pas véritablement la vraie démocratie. Mais on a vu qu'après, des gens ont juste pris le paradigme de terrorisme pour s'installer et vouloir se pérenniser, même si je félicite ces pays-là, il y a de l'avancée, Quand vous allez au Burkina aujourd'hui, il y a de l'avancée par rapport au Burkina d'avant. Quand vous allez au Niger, ils sont en train de faire quand même, mais restreindre les libertés et dissoudre des partis politiques, ça c'est surtout au Mali. Et les autres aussi essaient de copier un tant soit peu. Mais je pense que les pas de Patrice Talon auraient dû être acceptés. Mais je n'ai pas aussi compris pourquoi il n'a pas envoyé une lettre d'invitation au Mali. Je ne sais pas, parce que le Mali est un peu loin. Il a choisi ses voisins immédiats. Oui, des voisins immédiats, mais il devrait savoir que c'est un conglomérat, un ensemble de pays qui se regroupent dans l'AES. Il aurait dû peut-être envoyer une lettre à l'AES, mais en le faisant aussi, c'est comme s'il reconnaît l'AES sur la CEDEAO. Donc, c'est un peu complexe et complexifié, mais que ces dirigeants comprennent que en se battant comme des éléphants, ce sont les herbes qui subissent. Alors, on va dire clairement que la tension persiste toujours entre ces pays. Alors, Talon tente le dégel. Les autres, finalement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils réclament pour ce dégel-là? À les entendre parler, ce n'est pas clair, mais j'ai l'impression qu'ils veulent que le Bénin aussi s'aligne sur la Russie, que le Bénin peut-être chasse la France de s'aligner sur la Russie, parce que pour eux, avoir un pays à leur frontière qui est toujours l'allié de la France, c'est une menace de fait. Alors que c'est faux, le Bénin a le droit de choisir tout à fait ses partenaires sécuritaires aussi, et je ne vois pas l'intérêt du Bénin de déstabiliser le Niger. D'autres personnes disent aussi qu'actuellement dans les pays de l'AES, dans un pays comme le Niger, la situation économique est très tendue, c'est un peu compliqué, donc ces dirigeants continuent par activer le discours populiste pour dire c'est dehors qu'il y a la menace, c'est dehors qu'il y a la menace, pour cacher les réalités internes qui ne sont pas du tout roses. Le pays a connu beaucoup d'attaques terroristes depuis 2023 et c'est assez compliqué là-bas. Donc je pense que c'est la conjugaison de ces deux facteurs-là qui fait que le Niger continue par résister à toute main tendue. Parce que lorsque je vous dis, on est voisins, je vous dis, dans votre maison, vous avez des armes pour me nuire, et que je vous dis, et que vous me dites, venez avec vos meilleurs éléments, inspectez dans ma maison, voir s'il y a des armes pour vous nuire. Donc la meilleure des choses à faire, c'est que je vienne d'abord, et que je me plaigne après peut-être que vous m'avez refusé l'accès à telle chambre, mais que je vienne d'abord faire l'inspection. Et c'est quand même un geste assez fort, parce que pourquoi un pays accepte qu'un autre pays vienne inspecter son territoire, c'est quand même un geste assez fort et assez sincère. Donc ils aient refusé ce geste-là aussi. Donc c'est assez décevant. Vous voyez, tout ça ressemble un peu à un disque qu'on a déjà écouté au cours des années où avait Lansana compté tout ça, ces genre de choses-là où tout le monde disait à part la France ici, par là, et ce discours-là, Mobutu, et l'africanité, ça ressemble un peu à ces vieux discours-là. Et finalement, à un moment donné, les peuples déchantent. Et aucune lutte ne doit justifier les restrictions de liberté des droits de l'homme. Moi, j'aimerais bien que les chefs djihadistes soient par exemple jugés. Depuis qu'on a cette insurrection au Sahel, on n'a jamais vu un procès d'un chef djihadiste. Oui, le gars vient nous dire clairement pourquoi il est djihadiste et ce qu'il défend. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait même pas pourquoi ils se battent. Mais ils ont des raisons. Sûrement, si c'est pas, ils ont des raisons. Donc, c'est un procès équitable. Même si vous estimez que la personne a commis des crimes abominables, seul un procès équitable pourrait permettre de savoir pourquoi il s'est battu et pourrait permettre de justifier les décisions que vous prenez après à leur rencontre. Mais on ne l'a pas, on vit dans ça et on profite de ça pour prolonger des mandats ad vitam aeternam. Et je pense que la fin de tout ça ne sera pas du tout intéressant. Est-ce que parce que les voisins immédiats du Bénin, c'est le Niger et le Burkina Faso, en refusant cette main tendue, est-ce qu'ils ont quelque chose à perdre?
Oh, mais ce sont les populations toujours. C'est les populations qui en ont à perdre parce que il y aura maintenant les fouilles qui seront peut-être corsées, des refus d'accès à certains endroits pour les Béninois qui vont vouloir aller au Niger ou bien pour les Béninois qui vont aller au Burkina, vice-versa. Je pense que les dirigeants parce que, vous savez, ceux qui dirigent l'AES sont des militaires et ils sont assez entraînés sur l'usage de la force. Donc, céder de sitôt n'est pas dans leur gène. Donc, c'est le bras de fer. Hein, aller à l'affrontement, même pas forcément avec les armes, mais c'est des gens qui n'ont pas appris, à courber les chines très vite, étant militaires. Si c'est des policiers, on peut le dire ainsi, même des gendarmes, c'est un peu, mais des militaires qui avaient combattu, étaient allés sur les fronts d'un certain randonnée, je pense pas qu'ils vont très vite courber les chines, mais dans l'intérêt des populations qui les adoubent, bien sûr, hein, et il faut aussi savoir la communication politique où ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on a préparé pour vous montrer. Ce n'est pas forcément la réalité. Oui, ça c'est, voilà, quand on dit on a eu un bain de foule, c'est que ceux qui ont fait le bain de foule ont été déposés sur le lieu pour pouvoir faire ce bain-là. Si on allait ailleurs, vous comprenez très bien, ça pourrait être déhuillé et tout. Donc, ce qu'on nous présente n'est pas forcément la réalité. On est sur le terrain politique et je pense que les deux pays qui sont frontaliers au Bénin, de l'AES bien sûr, Burkina et puis Niger, ont beaucoup à gagner en faisant du dégel. Hein, ils peuvent annoncer une table ronde entre AES et Bénin pour en parler véritablement, pour dire au Bénin, voilà ce dont on vous accuse et voilà comment on pourra faire le dégel. Je pense que ça va mieux permettre le dégel dans la sous-région parce qu'actuellement c'est crispé et les populations ont du mal à circuler alors qu'on parle de la CEDEAO, libre circulation des biens et des personnes et là-bas, bon, quand on dit la CEDEAO, même s'ils se sont retirés, les frontières sont imaginaires. Hein. Nous étions un territoire, indivisible avant la conférence de Berlin où ils ont pris le couteau comme dans un gâteau et ont tracé les limites. Nous étions des tribus, même l'exemple ici, des gens vivent au Ghana et viennent à l'école au Togo, des gens sont au Togo, vont à l'école au Ghana. Donc il faudrait qu'on arrive à surpasser ces trucs-là qui nous créent, je vais dire, des blocages dans la vie de chaque jour, dans nos pays. La frontière reste fermée entre le Bénin et le Niger. On connaît les arguments du Niger. Mais moi, je pars de ce refus des deux pays de répondre à l'invitation pour dire le Bénin partage aussi une frontière avec le Burkina qui, elle, autre est ouverte. Oui, mais je pense que c'est la solidarité à l'AES. Comme le Niger a refusé, le Burkina ne pouvait pas accepter. Je pense que c'est juste ça. Sinon, la frontière avec le Burkina, elle est ouverte, même si elle est difficilement praticable, parce que c'est une zone très très minée par le génie et puis Al-Qaïda, le génie et puis l'État islamique justement, mais elle reste quand même ouverte. Mais je pense que c'est une solidarité à l'AES. Je pense que sur beaucoup de dossiers, ils parlent, juste des dossiers de diplomatie extérieure, ils parlent d'une même voix. La question, c'était pour dire quelle menace le Niger voit que le Burkina ne voit pas. Bon, déjà, la frontière entre le Niger et le Burkina et le Bénin est beaucoup plus longue que la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso. C'est principalement le Togo qui partage sa frontière nord avec le sud du Burkina Faso. Donc, je pense que c'est principalement ça. Sur le reste, je pense que c'est juste une solidarité entre pays de l'AES qui a fait que le Burkina a dit, bon, comme le Niger ne va pas, je n'y vais pas aussi. Vous comprenez l'attitude? Non, c'est pas compréhensible parce que bon, c'est l'AES. Normalement, si la frontière avec le Niger a été fermée, par solidarité aussi avec le Niger, le Burkina devrait fermer cela. Sauf que l'État n'est même plus à la frontière avec le Bénin. Au niveau du Burkina, l'État n'est même plus. Oui, l'État est un peu vers le haut. Oui, c'est des zones vraiment minées. Oui, le Burkina avant, c'était à un quart gouverné. Maintenant, avec le nouvel homme fort, ils sont en train de gagner. Avancé, ils prennent 1%, 2%. Oui, actuellement, la moitié. 72%. Selon les chiffres officiels. Oui.
La moitié officiels. maintenant, selon les chiffres Officiels. hein. Parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de contre de... Voilà. C'est ce qu'on dit. Donc, je pense que... C'est-à-dire, ils ont estimé là où il y a la présence de l'État. Oui. Maintenant, ça ne peut pas éviter les attaques sporadiques. Voilà. Donc, je pense que c'est pas vraiment compréhensible si, je vais dire, l'ami de mon ennemi va être quoi maintenant? Ça dit, puisque la frontière est ouverte entre le Burkina et le Bénin, ça c'est l'ami de mon ennemi. Donc, le Niger est ami au Burkina qui laisse sa frontière ouverte avec le Bénin et dont la frontière fermée avec le Niger. Non, il faut que ces personnes, ces généraux, ces capitaines et ces grands garçons puissent comprendre que en faisant ces micmacs, ce sont les populations qui en souffrent, qui en pâtissent. Donc, qu'ils déposent la balle sur terre et qu'ils jouent. Voilà. Vous pensez que Patrice Talon, parce qu'il est aussi, disons-le, en fin de mandat, il a dit clairement qu'il n'a pas l'intention de se représenter. Sa phrase même qui a surpris, c'est que en disant j'ai tout donné, il n'y a plus rien à donner. Et ça, c'est vrai. Il y en a qui donnent depuis 20 ans et qui pensent avoir encore beaucoup à donner. Anyway, est-ce que Talon, vous pensez que dans cette crise, il a fini ses cartouches ou bien il va encore tenter le rapprochement? Il le fait depuis presque 2 ans maintenant. Je pense qu'il va continuer, pas attendre la main. Parce que je pense que Talon n'a rien à se reprocher. La décision a été prise par la CEDEAO. Si certains ont décidé de ne pas l'appliquer de façon stricte, de l'appliquer à minima, pour des raisons peut-être d'intérêt personnel ou de positionnement stratégique, ça à eux de nous le dire. Mais lui, il a fait ce que la CEDEAO avait décidé à l'époque. Et lorsque la CEDEAO a levé les sanctions, le Bénin a complètement libéré la frontière de son côté au niveau du pont entre Malanville et Gaïa. C'est le Niger qui continue par maintenir une présence militaire là-bas et empêcher les gens de passer du côté béninois pour aller au Niger. Donc il n'a rien à se reprocher et il va continuer par jouer ses cartouches, par appeler à un dialogue peut-être à une table ronde. Il a déjà fait, il y avait déjà une délégation nigérienne qui était venue. Ça semblait se décrisper un peu, jusqu'à ce que finalement Tiani retourne encore avec un discours pour dire il y a des gens là-bas qui attendent que nous ouvrons nos frontières pour nous attaquer. Comme si en Afrique, un État était capable de contrôler sa frontière à 100%. Non, c'est-à-dire ça n'existe pas, parce que c'est des frontières justement artificielles, comme on le dit. À part les principaux points de passage, il y a des endroits où vous marchez, à un moment donné, vous rentrez au Ghana sans le savoir. Oui, ça s'est passé. On vous dit finalement, vous êtes au Ghana, mais vous n'avez vu aucun policier, vous n'avez vu rien. C'est juste des champs, et puis vous êtes au Ghana à un moment donné. Donc si le Talon voulait vraiment attaquer le Niger, ou si Talon hébergeait des terroristes qui attendaient pour attaquer le Niger, je ne pense pas que ces terroristes-là passeraient par le pont de Gaïa. Ils sont pas cons. Ils passeraient par le fleuve ou par ailleurs. Donc, c'est des raisons injustifiées. C'est pour ça que je donne raison à ceux qui disent que c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des difficultés économiques énormes qu'on maintient le discours populiste qui consiste à dire c'est parce que de l'autre côté, on a des gens qui nous en veulent et on n'a pas le choix. Donc, il faut d'abord qu'on se concentre sur les gens là. Et ne vous révoltez pas par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais le peuple n'est pas dupe. Je pense qu'un président togolais disait qu'on peut tromper le peuple une fois, mais pas 2 fois, parce que le peuple n'est pas dupe. Donc tôt ou tard, ça finira par se retourner contre eux. Alors, dans cette lutte contre le terrorisme, on le sait, j'ai envie de dire, l'argument, c'est nous devons nous unir nos forces. Est-ce que du côté de l'AES, vis-à-vis du Bénin, vous voyez des actions futures pour tenter finalement de dissiper les malentendus? Oui, ça devrait être une bonne foi, l'affichage d'une bonne foi. Sans ça, il ne peut pas avoir un travail de coopération. Si la bonne foi ne... Parce que déjà, il y a une personne qui est en train de tendre la main, c'est le Bénin. Patrice Talon qui est en train de tendre la main, même en les invitant pour venir. Je pense que les dirigeants de l'AES aussi sont en train de regarder ce qui sera dit sur eux. L'opinion, ça dit, c'est comme ils se sont construits eux-mêmes des monstres qui maintenant sont prêts à les dévorer. Ces monstres qui sont maintenant sur les réseaux sociaux, c'est eux que j'appelle les pseudo-panafricanistes qui, en vrai, ne connaissent ni Adam ni d'Ève de la géopolitique, mais qui s'érigent en politologistes, si je peux néologiser. Donc, ils ont peur aussi de ce que ces personnes, ces critiques extérieures diront sur eux. Voilà, vous qui avez coupé langue avec la France, vous allez maintenant parader sur un sol béninois avec, je vais dire, un pays qui est toujours dans la CEDEAO, qui
coopèrent toujours avec la France, on va les vilipender et ceux-là qui les supportent avec ce langage de populistes à l'interne vont peut-être les lâcher. Donc c'est ça, c'est le surfer sur le langage populiste, c'est ce qui empêche ces dirigeants de l'AES de pouvoir vraiment dialoguer et puis faire taire, comment on appelle, les bisbilles avec le Bénin, parce que le terrorisme c'est une guerre asymétrique. Vous ne saurez pas qui vient vous attaquer, par où et avec quoi. Mais non, quand ils font cela, et si les gens vraiment quittaient le Bénin pour aller au niveau du Niger, ou bien le Bénin pour aller là-bas, je pense que en le faisant, les Béninois aussi vont souffrir. Quand ils vont le faire, c'est au niveau de la frontière. Des gens vont mourir. Donc, je ne pense pas que le Bénin, Patrice Talon, va accepter n'a aucun intérêt à héberger des terroristes qui ne mettent pas de différence. D'ailleurs, le Bénin a été touché. A été touché des 54 ou bien 50 de soldats tués. Donc, je ne pense pas que le Bénin ait un intérêt à héberger des terroristes sur son sol, surtout en Afrique de l'Ouest, sauf ceux qui ont des agendas cachés, qui financent indirectement ces terroristes pour qu'ils déstabilisent des endroits, pour qu'on les appelle à venir à la rescousse pour des dialogues ou bien ci et ça, surtout pour les intérêts de gisements miniers. Voilà, il y en a qui entretiennent des terroristes dans des endroits pour que l'endroit où les terroristes sont puisse être gardé parce que l'endroit a des gisements. Donc c'est un deal entre eux. Plus vous restez là-bas, vous occupez, et les nuits, voilà, officieusement, les cargaisons se passent. On les connaît, mais on ne dira rien. On va marquer la pause maintenant, le temps ensemble de regarder le journal pour une dizaine de minutes.